on va s'intéresser à l'orientation selon les angles d'un objet. Ici, par exemple, la flèche qui est là, voilà. Je vais regarder comment elle est orientée. Elle est orientée par les rotations qui sont ici, d'accord? Alors, X, Y, Z représentent la rotation selon l'axe des X, Y selon l'axe des Y, et en bleu, Z selon l'axe des Z. On peut les figurer à l'aide de ça s'appelle un gizmo, un repère, qui est celui-là. Alors vous voyez, si je joue sur la poignée verte, j'agis sur les Z, sur la bleue, j'agis sur l'axe des Z, voilà, comme ça, vous voyez, ça change ici, CTRL Z, mais je peux aussi agir directement ici, vous voyez, sur ceci. Bon. Une fois qu'on a compris ça, alors ça s'appelle les angles de l'air, qui représentent un petit peu l'orientation de la flèche selon le repère qui m'est donné, donc qui est le repère global fixe de Blender. Maintenant, il existe des problèmes avec l'air. C'est ce qu'on appelle l'effet cardan ou gimbal effect en anglais, c'est-à-dire le blocage, c'est-à-dire que tout se passe bien, c'est-à-dire on est capable de tourner n'importe quoi, vous voyez, je fais ce que je veux dans tous les sens, vous voyez, avec Z, vous voyez, j'oriente ce que je veux, mais il existe une orientation un peu spéciale dont on va voir un petit peu la nature. Vous allez voir ce blocage, il est très simple. Je vais mettre tout simplement l'Y à 90 degrés, voilà, comme ceci. Bon. Vous remarquez simplement qu'il y a un des cercles, les deux cercles vert et rouge se sont superposés, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai perdu un degré de liberté, regardez. Là, je tourne sur l'axe des X, bon, ça me semble logique, mais si je vais sur Z, je tourne aussi sur l'axe des X, c'est-à-dire j'ai perdu mon axe de liberté. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cardan. Alors ça se démontre en mathématiques, et on va voir cette démonstration, c'est assez simple. Alors pour avoir une idée de la démonstration, voilà un petit peu comment on peut représenter mathématiquement l'ensemble des degrés qui correspondent à des rotations de l'objet, bien sûr. Alors ici, par exemple, une rotation d'angle A par rapport à X, c'est matérialisé par une matrice 3,3 dans l'espace XY. Là, voilà, la variance c'est l'axe des X. Ici, par exemple, c'est la rotation d'angle B par rapport à l'axe des Y, et ici c'est la rotation d'angle C par rapport à l'axe Z. Donc une rotation dans toutes les dimensions, ça va se faire par le produit matriciel. D'accord? Maintenant, si on suppose que B est égal à 90 degrés, ça veut dire que cosinus de B est égal à 0 et sinus de B est égal à 1. Donc ça va donner ici au centre la réduction de la matrice à cette partie-là, d'accord? Donc le reste va multiplier et on va obtenir, après par produit matriciel, ce résultat-là. C'est-à-dire que le produit des trois rotations devient une rotation par rapport à un axe ici, et c'est tout. Point. Le reste a disparu. C'est-à-dire que les autres rotations qui pouvaient être effectuées, ne peuvent plus être effectuées parce que il y en a une qui a disparu, d'accord? Une sur les trois a disparu, comme on peut le voir ici dans ce résultat. Alors, un point supplémentaire que je voulais regarder simplement parce qu'on va aller voir cette case justement, c'est l'ordre dans lequel se font les rotations. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris Suzanne et je lui ai mis simplement alors un ordre différent des rotations. Alors qu'est-ce que c'est l'ordre différent des rotations? Si je regarde ici par exemple,
vous voyez que j'ai choisi Z, X, Y, l'air, c'est-à-dire que Y est prioritaire et les autres se font par la suite, d'accord? Tandis que celui-là, j'ai mis X, Y, Z, c'est-à-dire j'ai choisi X, Y, Z, Z étant prioritaire pour les rotations, et celui-là, j'ai choisi X, d'accord? Et j'ai rentré pour les trois le même scénario, c'est-à-dire la même suite de rotations. On va regarder ce que ça donne quand je lance l'animation, c'est-à-dire chaque Suzanne est en réalité on lui a donné les mêmes orientations. La seule différence, c'est que j'ai choisi des priorités dans l'ordre d'exécution des rotations différentes. Alors on va regarder, on va voir ce que ça donne. Alors si on regarde bien, ça commence bien, et puis ça se décale, parce que bien sûr, suivant les priorités que j'ai choisies, les rotations se font dans un ordre ou dans un autre. Vous voyez, c'est assez typique. Alors ça peut être utile en particulier quand on a un effet de cardan. C'est-à-dire, ça permet éventuellement de changer la priorité des axes et de revenir à quelque chose qui est exécutable et sans bloquer le reste des axes. Hein. Donc souvenez-vous, de toute façon on va y revenir, ici, c'est ce qu'on appelle les ordres que l'on donne aux rotations, à l'ordre dans lequel elles se font avec les priorités sur un des axes. D'accord ? Alors, ayant vu un petit peu les difficultés que posait un peu Euler, et puis en ayant été voir ce qui se passait dans cette case-là, hein, sur les priorités des axes les uns par rapport aux autres dans les rotations, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui apparaît qui s'appelle quaternion. C'est quoi ça? Alors on s'aperçoit que quand on ouvre ça, on a 4 coordonnées, x, y, z, d'accord, et une coordonnée W. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va faire un peu de théorie mathématique, hein, parce qu'effectivement, ça sert pour les rotations, puisque c'est dans la case rotation, et on va un petit peu essayer de découvrir ensemble ce que c'est que ces fameux quaternions. Alors d'abord, une petite image, pour faire comprendre et rappeler peut-être des souvenirs à certains. L'espace des nombres en mathématiques, il commence par ce qu'on appelle R, l'ensemble des réels, hein, c'est-à-dire ce petit ensemble-là, enfin petit, c'est un ensemble énorme, qui comprend tous les nombres qu'on connaît habituellement, les nombres usuels, hein, les entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, les négatifs, les positifs, les fractions, les décimaux, les nombres un peu monstrueux, pi, enfin bref, ce qu'on appelle des transcendants, et ainsi de suite. Bon. Tout ça, c'est les nombres réels, ceux qu'on manipule tous les jours. Mais, assez rapidement, pour ceux qui ont fait une terminale, par exemple, en mathématiques, on introduit ce qu'on appelle un ensemble un peu plus grand, C, qu'on appelle le corps des complexes, enfin les complexes, qui contient les réels, mais qui est fait d'une manière un peu bizarre pour répondre à une des questions, qui est par exemple que les équations du second degré aient toujours des solutions. Parce que pour ceux qui savent un petit peu, quand on a une équation du second degré, eh bien, parfois elle n'a pas de solution parce que son discriminant, c'est-à-dire quelque chose qu'on calcule à partir des coefficients, est négatif. Alors, on a inventé ces nombres-là, qui sont faits de la manière suivante. Si vous regardez, un nombre z est un nombre complexe, s'il s'écrit sur la forme z égale a plus bi, a et b étant deux réels, hein, les nombres réels que l'on connaît, et i étant dit un nombre imaginaire, qui répond tout simplement à une condition, i2 égale moins 1, vous voyez qu'il y a quelque chose d'aberrant dans R, hein, mais lui, son carré à i vaut moins 1. Alors ça donne naissance à tout un tas d'applications, en particulier en électricité, enfin en d'autres choses, mais c'est un outil assez simple. Bon, ça se multiplie, ça s'ajoute, ça soustrait, ça fait tout un tas de choses. Bon.
Et puis, justement, vient un surensemble qui s'appelle H, qui est Hamilton, comme hamiltonien, Hamilton étant un mathématicien, qui a inventé ça, et lui, il a inventé ce qu'on appelle des quaternions, c'est-à-dire des complexes, si j'ose dire, mais avec 1, 2, 3, 4 termes. Hein, W, qui est réel, un nombre réel, XI qui va donner le premier complexe, si j'ose dire, YJ, deuxième complexe, et ZK, le deuxième nombre, X, Y et Z étant des nombres réels, IJK étant des imaginaires. Au lieu d'en avoir un comme dans les nombres complexes, on en a 3. Et à ce moment-là, ils répondent, ils s'ajoutent très bien les uns par rapport aux autres. Hein. On ajoute les parties en I, les parties en J et les parties en K, on les soustrait. Alors par contre, pour la multiplication, il faut apprendre ce petit tableau-là, qui permet de s'en sortir quand on fait des multiplications. D'accord ? Voilà. Alors ça, c'est assez important. Et on va voir ensemble que ça permet éventuellement de faire des tas de manipulations relativement intéressantes. Pour continuer un petit peu, on va parler des différentes formes que peuvent avoir les quaternions. Première forme, je vous rappelle, on était donc dans la forme algébrique, ce qu'on appelle, donc type Blender, Q égale W plus XI plus YJ et plus ZK, avec IJK étant des imaginaires. Maintenant, on peut parler de la forme semi-vectorielle des quaternions. C'est une manière de les écrire qui peut être utile. C'est-à-dire qu'on considère que W, c'est-à-dire la partie qui est réelle, on peut l'isoler, plus le reste qu'on peut appeler V, qui est un vecteur, qui a pour coordonnées X, Y, Z, selon donc on pourrait dire une base, IJK, imaginaire, et donc W est appelé la partie scalaire et V la partie vectorielle. Ça peut être utile, et il y a des tas de calculs qui montrent que on peut transformer les opérations que l'on connaît en équations là-dessus. Bon, c'est simplement pour les indiquer parce qu'on s'en servira en particulier pour sa définition. Ensuite, il y a la forme trigonométrique des quaternions. Alors là, c'est en quelque sorte une manière de faire comme on l'a fait pour les normes complexes. Donc si Q est un élément de H, c'est-à-dire est un quaternon, il a ce qu'on appelle une norme. Alors qu'est-ce que c'est sa norme ? Eh bien, c'est tout simplement la somme des carrés des parties I, W, X, Y et Z. D'accord ? Donc c'est W2 plus X2 plus Y2 plus Z2, donc je prends la racine et ça me donne la norme. C'est-à-dire c'est la longueur qui correspondrait au vecteur, entre guillemets, à 4 dimensions. On peut aussi dire que on peut associer à un quaternion un vecteur unitaire, U, qui est tout simplement le quotient du quaternion par sa norme. D'accord ? C'est-à-dire c'est un quaternion de norme égale à 1. D'accord ? Alors, pour ces quaternions, on fait le même travail que pour les nombres complexes. On va dire que U, c'est exponentielle de θs. Alors, θ étant un nombre réel et S étant un quaternion unitaire, c'est-à-dire un ensemble mais imaginaire pur, c'est-à-dire qui n'a pas de partie réelle. C'est-à-dire il est formé uniquement à partir de I, J et K. La partie W n'existe pas. Et à ce moment-là, U peut s'écrire cosinus θ plus sinus θ que multiplie S, S étant ce fameux quaternion unitaire, dont on peut voir ici une écriture algébrique, c'est-à-dire que U, le même vecteur que j'ai pris au début, c'est cosinus θ plus sinus θi plus sinus θj plus sinus θk. D'accord ? Ça, c'est la forme
trigonométrique. C'est assez important à comprendre parce que je vais en avoir besoin par la suite. En effet, alors, pour prendre un exemple de l'utilisation de la, si j'ose dire, de la forme trigonométrique des quaternions, on cherche le résultat du transformé d'un vecteur, on va prendre un exemple, hein, le transformé d'un vecteur grand X égale petit x, petit y, c'est-à-dire il est sur le plan XY de R3, on cherche le transformé de ce vecteur-là, par une rotation par rapport à l'axe Z de coordonnées 0, 0, 1 et d'angle A. D'accord ? Comment faire ça en utilisant les quaternions? Eh bien, il y a un théorème de mathématiques dont je ne rentrerai pas dans les détails, hein, parce que c'est assez compliqué, mais on va simplement en donner une idée. Alors, en repartant de la forme trigonométrique des quaternions, on va associer comment ça s'appelle, on pose par définition le quaternion QR d'angle A et de vecteurs de coordonnées ABC, il a pour coordonnées le quaternion de rotation QR qui est celui-là. D'accord? Alors pourquoi A sur 2? Vous allez comprendre après. D'accord? Alors, vous voyez, sa partie réelle, c'est des cosinus, et sa partie imaginaire, c'est des sinus. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans la forme trigonométrique. Mais le A sur 2, ça, j'avoue que ça surprend un petit peu au début. Alors, ça peut s'écrire, donc sous forme algébrique, là je l'ai mis en coordonnées, ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie en I, ça c'est la partie en J, et ça c'est la partie en K, d'accord? Où I, J, K sont les nombres imaginaires que vous connaissez, d'accord? Bon, alors maintenant, bien sûr, on va remplacer, puisqu'on veut que notre vecteur V de référence, qui est notre axe de rotation, soit 0, 0, 1, on va remplacer A, B et C par 0 et 1. Et il nous reste quoi? Eh bien, il nous reste cosinus A sur 2 plus sinus A sur 2 K. Hein, c'est-à-dire que de tout ça, il nous reste que ces deux parties-là. Voilà. Maintenant, si on prend le fameux vecteur dont on cherche le transformé, qui est x de coordonnées x et petit y et d'ordonnée 0, le quaternion associé, c'est le vecteur xi plus yj plus 0k. Hein, il n'a pas de partie, il a une partie réelle nulle, hein, c'est un vecteur. Hein, c'est ce qu'on a vu ensemble. Alors, une fois que on a ça, il y a un théorème qui va nous aider à montrer que, effectivement, les quaternions sont en relation avec les rotations. Et pour ça, on va calculer le produit de QR, c'est-à-dire le quaternion qui est là, XR, le quaternion qui est là, c'est-à-dire le quaternion dont on cherche, le quaternion qui représente le vecteur dont on cherche l'image, et le conjugué du quaternion de R. Alors le conjugué, c'est très simple, on va prendre les parties imaginaires, on va les transformer en leurs opposés, c'est-à-dire on va mettre des signes moins, d'accord? Et si on fait ce double produit, le résultat va nous donner quelque chose d'assez étonnant. Alors dans un premier calcul, on prend donc QR, XR, on obtient ceci, d'accord? Et il reste à multiplier ceci par le conjugué de QR, qui est ce résultat-là, quand on a pris QR sous cette forme-là, et qu'on l'a transformé sous sa forme conjuguée, c'est-à-dire en mettant la partie imaginaire qui reste en son opposé. Et on obtient, brutalement, ceci. Un truc absolument très long, avec I, une partie en I et une partie en J. Mais, quand on connaît un petit peu la trigonométrie, on s'aperçoit que les formules qui sont là sont connues, elles représentent tout simplement les vecteurs. On sait que cosinus A, c'est cosinus carré A sur 2,
moins sinus carré A sur 2. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir mis A sur 2, c'est qu'on récupère simplement A ici. Et sinus A, c'est 2 sinus A sur 2, cosinus A sur 2 aussi. C'est-à-dire que le produit qui est ici s'écrit tout simplement x cosinus A moins y sinus A, multiplié par i, plus x sinus A plus y cosinus A que multiplie J. Si j'écris ça sous forme matricielle, hein, c'est-à-dire que ce résultat-là, c'est le produit de cette matrice par xy, par ce qui correspond au vecteur x, de coordonnées xy, eh bien on obtient ceci. C'est-à-dire qu'on obtient tout simplement une matrice de rotation d'angle A par rapport à Z. Donc, le produit QR, XR conjugué de machin nous donne tout simplement la rotation par rapport à par rapport au Z de XR. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un moyen de montrer que, effectivement, les quaternions sont liés directement avec les rotations. Alors, pour continuer dans la veine de la représentation de ce qu'on vient de faire sous forme théorique, eh bien, on va aller sous Blender, on va ouvrir un petit travail que j'ai préparé. Voilà. Bon. Alors, vous avez ici, en face de vous, un cercle trigonométrique. Bon, je vais pousser. Hein. Bon, ici, vous voyez que j'ai mis les rotations sur quaternion. En réalité, c'est le programme Python qui l'a mis. Hein. On va regarder ensemble ce que signifie ce programme Python. Et je vais effacer ça. Et on va regarder un petit peu en détail ce que signifie ce programme Python. C'est tout simplement la mise en pratique du produit d'un quaternion par un quaternion qui représente un vecteur dont on cherche le transformé, et par le conjugué du premier quaternion. Hein. C'est ce qu'on vient de voir, mais appliqué en Python Blender. Alors on jette un coup d'œil, on a un import qui est math utile, un import math, hein. Les autres, bon, vous connaissez. Alors, on prend donc cette fameuse flèche ici, qui est un cube, hein, et on va lui dire que on se met en mode rotation. Et puis on va chercher, on donne un vecteur x, hein, un peu comme on l'a fait dans la théorie. On va prendre la location du vecteur x, c'est-à-dire l'emplacement xy du vecteur x, du xyz du vecteur x, et on va essayer de lui appliquer une rotation d'angle donné. Hein. Alors on va faire d'abord on va mettre à 0, ça c'est l'angle, hein, c'est A, c'est ce que j'ai choisi comme variable qui désigne l'angle. Je vais cliquer pour me mettre à 0, vous voyez, mon petit pointeur s'est mis, mon aiguille, si j'ose dire, s'est mis à 0, hein, si je regarde un peu plus près. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je calcule le quaternion. Alors, c'est là que c'est intéressant d'avoir une connaissance des différentes formes des quaternions. Ici, l'outil mathématique de Python définit un quaternion à partir du vecteur axe de rotation, qui est l'axe Z, hein, puisque vecteur 0, 0, 1, et son angle. Et ça donne un quaternion que l'on met dans A. Ensuite, je prends le conjugué de ce quaternion, d'accord? Je crée un quaternion X associé à ce que je veux transformer, c'est-à-dire, ici, vous voyez, X, il a des coordonnées, eh bien, je vais les mettre dans le quaternion, en mettant que la partie réelle est nulle, et par contre, c'est sur la partie imaginaire que les coordonnées s'appliquent. Hein, XX, vous avez la coordonnée X, la coordonnée Y et la coordonnée Z. Bon, ça c'est un affichage, c'est pas très utile, je vais le retirer, ça ne sert à rien, c'était pour faire ma préparation. Et puis ensuite, je lance effectivement, je vais calculer un quaternion à partir
de ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire que je vais prendre le quaternion A, c'est-à-dire le quaternion qui représente la rotation, je vais lui appliquer, je vais multiplier, hein, le arrobase, ça veut dire multiplier par le quaternion dont je cherche l'image, par la rotation que je cherche, et je multiplie par le conjugué. Et on va voir si ça me donne effectivement la rotation que je désire. Et puis, bon chat, je fais print, ça encore, c'est des choses qui m'intéressent pas, parce que ça, c'était pour me mettre au point. Et je vais appliquer à l'objet, c'est-à-dire à ma petite flèche, la rotation qui correspond au quaternion que je viens de calculer. Et je vais vérifier si ma théorie est compatible avec ce que j'ai fait. Alors, pour 0, ça marche. Alors, je vais changer. Je vais mettre A, ici. Alors vous remarquez qu'ici, hein, j'ai utilisé A sur 2, alors que je rentre ici A. Alors je vais prendre par exemple un truc simple, je vais mettre par exemple pi sur 6, d'accord? On va regarder ce que ça donne si je lance l'exécution. Vous voyez que ça se met bien sur pi sur 6. Alors maintenant, on va essayer, tiens, au hasard, 3 pi sur 4. Alors 3 pi sur 4, ça va faire donc 3 étoiles, pi sur 4, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et bling. Et vous voyez que ça donne bien le bon résultat. Allez, on était encore un truc, 3 pi sur 2 maintenant. Alors 3 pi sur 2, on va regarder. Bling. Bon, vous voyez, hein, vous avez compris. Allez, on continue. On fait 11 pi sur 6. Allez, 11 pi sur 6. 11 pi sur 6. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà, et vous voyez, on est bon. D'accord? Donc effectivement, ça montre bien que un quaternion, enfin les quaternions que j'avais choisis, hein, multiplié par x, ce que je cherche, dont je cherche l'image, et le conjugué me donne une rotation. Baby, you give me ice and fire. Alors, on va regarder un petit peu ce que donnent les quaternions. Pour ça, j'ai pris Suzanne et puis je lui ai accroché, un repère pour qu'on puisse voir à peu près les axes. Alors ici, vous voyez que ici les rotations sont repérées en x, y, z, Euler. On va passer en quaternion, voilà. Et puis voilà ce qui apparaît. Hein, donc, système de coordonnées W, X, Y, Z. Alors, je vous rappelle quand même que le lien entre ce qu'on a vu et ce qui est affiché, c'est-à-dire Q, W, X, Y, Z, eh bien, Q représente une rotation d'angle θ et d'axe de vecteur unitaire, ça c'est important, A, B, C, D, et W, chacune des coordonnées, W c'est cosinus θ sur 2, hein, on l'a vu dans ce qui précède, X c'est A, donc l'abscisse du vecteur unitaire, un vecteur unitaire c'est important, sinus θ sur 2, Y égale B sinus θ sur 2, et c'est sinus θ sur 2. Voilà. Petit souvenir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on manipule ça un petit peu à la main? Eh on va voir que ici, par exemple, si je décide de faire 1, boum, oui, je me suis mis, bien sûr, là où il ne faut pas, 0, je reviens, je me suis mis sur le repère, c'est sur Suzanne qui m'intéresse, je vais faire donc sur Suzanne, je vais me mettre en quaternion, d'accord, et je vais faire, W, je vais prendre 1, et je vais regarder ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez que ça fait une rotation de 90 degrés. Il va falloir un petit peu qu'on comprenne pourquoi, mais voilà. Alors si maintenant je change, je laisse W égale 1 et que je fais sur Y, on va avoir une rotation de 90 degrés sur Y. Et même chose, bon, vous avez deviné, sur l'axe des Z. Alors, on va un petit peu essayer de comprendre maintenant ce qui se passe. Une petite remarque, on pourrait dire aussi que W joue un rôle de pourcentage, en quelque sorte, de
des effets sur les autres coordonnées. Alors, si je mets en effet W égale 0,5 et puis que je mets, comme tout à l'heure, 1 ici, vous allez voir, je fais une rotation de 45 degrés seulement sur X. C'est assez curieux. Hein? D'accord? Là, voilà, il va falloir un petit peu comprendre. Tandis que si je remets à 1, vous voyez, là, je fais 90. D'accord? Donc, même chose sur les autres. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ça. Bon, comme c'est un peu flou dans le monde direct, comme ça, on va passer en scripting. Et là, j'ai préparé un petit travail, on va dire d'illustrer en détail ce qui se passe. Alors, on va prendre, donc tout ça c'est les modules d'importation qui permettent, d'une part, Mathutile, ça permet, vous pouvez aller voir sur internet, ça permet d'avoir la bibliothèque qui permet d'avoir des quaternions et ainsi de suite. Math, bon c'est tous les opérateurs mathématiques, j'importe les radians, ça va être important, et BPY, bon vous connaissez. Alors je vais prendre Suzanne comme objet, d'accord, et je vais mettre cet objet en mode rotation. Hein, voilà, mode rotation, voilà, mais quaternion. D'accord? Donc je tape simplement objet rotation mode égale quaternion. Ensuite, je vais prendre X étant la location, les coordonnées de Suzanne. Et puis, je vais prendre A va figurer ce qu'on appelle l'angle en radien. D'accord? Alors, ici, je vais me servir de la définition des quaternions par Mathutile. Alors, Mathutile a différentes manières de définir les quaternions, soit sous la forme partie réelle plus partie imaginaire, soit sous la forme un réel plus un vecteur. Et on va ici supposer que, bon, moi j'ai mis vecteur 0,1, c'est un vecteur V a priori, d'accord, donc je vais choisir les coordonnées. Et là j'ai plutôt choisi le vecteur 1,0,0. D'accord? Alors comment vais-je définir ça avec Mathutile? Je vais dire tout simplement que le quaternion, c'est celui généré par, d'une part, le vecteur, donc 1, 0, 0, c'est-à-dire l'axe des X, enfin celui qui correspond à l'axe des X, et A, l'angle que j'ai choisi ici. Et alors, bon, ça c'était un petit peu pour se repérer par rapport aux valeurs dont on aura besoin tout à l'heure, c'est-à-dire les cosinus et les sinus. Bon, on va mettre ça de côté pour l'instant, on va le mettre en commentaire. Ah oui, il ne veut plus en commentaire, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est pas grave. Hein, et on va appliquer objet rotation quaternion, on va lui appliquer le quaternion A pour regarder ce que ça donne. Alors là, il est à 0, bon a priori, quand ça donne 0, ça donne 0. Alors maintenant, si on met 90 degrés, on va voir ce que ça donne. Hein, donc, a priori, je vais appliquer une rotation de 90 degrés par rapport à l'axe des X. On va regarder ce que ça donne. Effectivement, ça fait une rotation de 90 degrés par rapport à l'axe des X. Alors, curieusement, par contre, vous pouvez vous poser la question, ça ne correspond pas à ce qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est 707, 707. Mais, si on revient ici à ça, eh bien, on s'aperçoit que ça correspond, hein, ici, n'oubliez pas que j'ai choisi comme angle, où est-ce qu'il est l'angle radian, 90 degrés. Donc, c'est-à-dire, ça fait pi sur 2. Hein. Essayez de vous souvenir, ou si vous voulez, bon, on va garder 90 degrés, mais moi, je préférerais pi sur 2. Eh bien, on va faire W égale 90 degrés divisé par 2, c'est-à-dire 45, cosinus de 45, sinus de 45, sinus de 45, cosinus de 45. Ah. Et alors, qu'est-ce que c'est le cosinus de 45 degrés? C'est racine de 2 sur 2. Ah bon, d'accord. Et sinus aussi. Ah alors, racine de 2 sur 2, ça vaut combien? En gros, c'est 0,707. Ah, voyez, ça apparaît là. 0,707. Et puis A, aussi, 0,707. Donc j'ai le même
Hein, mais comme le vecteur unitaire c'est 1, 0, 0, hein, parce que d'après ce que j'ai choisi, hein, j'ai choisi 1, 0, 0, 0, pas facile à montrer les deux en même temps, voilà, eh bien, je vais avoir en gros cosinus de 45 degrés, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, x égale a, c'est-à-dire 1 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire encore racine de 2 sur 2, et puis le reste 0, 0. C'est-à-dire je vais avoir 0,77, 0,77. C'est exactement ce que j'ai ici. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, ça correspond à la théorie. Mais alors vous me direz, tout à l'heure, moi ce que j'avais mis c'était 1. Oui, mais regardez ce qui se passe. Je vous avais montré que, a priori, si je changeais la valeur, la même valeur, si je multipliais en haut et en bas par la même valeur, hein, ici, c'est-à-dire si j'avais mis 0,5 tout à l'heure et que je mettais 1 en bas, et ben ça me faisait la moitié. Et bien là, si je fais 0,7, en réalité j'ai 0,7, c'est 0,7 ici, c'est-à-dire c'est comme si j'avais la même valeur, d'accord? Alors, preuve en est, c'est que si je choisis, comme je l'avais fait tout à l'heure, 1, alors vous allez me dire, oh, ben ouais, ça me fait, oui, mais il faut que je choisisse 1 ici, et là je retombe sur la même chose. Alors on me dit, oh, oui, mais là c'est 1. Mais oui, mais ça marche. Si je mets 2 ici, et je mets 2 ici, si je mets la même valeur, eh ben, j'obtiens toujours la même rotation. D'accord? Donc ici, quand j'appuie et que j'exécute et que j'ai 0,7 et 0,707, ben, la machine répond en disant, bah, c'est une rotation de 90 degrés. J'espère que c'est assez clair. D'accord? Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Alors, afin d'illustrer un petit peu l'utilisation des quaternions, on va essayer une petite simulation. Alors, on va la faire le plus simple possible. Alors, j'ai fait un petit programme, voilà, on regardera le programme après. L'idée est la suivante, hein. Vous avez en gros une cible, ici, hein, une icosphère, peu importe l'endroit où elle se balade, et puis vous avez un petit viseur qui pivote à l'origine, qui est une pointe ici, bon c'est un cône, hein, et l'objectif, alors on va le faire en 2D, donc c'est-à-dire on va se mettre par exemple en projection sur l'axe des X, c'est que quelle que soit la position de la cible, le petit viseur, le télescope si vous voulez, ou si vous êtes dans une bataille spatiale, le canon interstellaire, il vise la cible. Alors, si j'exécute mon petit programme, boum, vous voyez, ça a visé, bien, ici. Alors ça se fait uniquement en 2D, hein, je ne l'ai pas fait en 3D, ça compliquerait les choses, c'est pour que vous compreniez mieux les choses. Voilà, vous voyez, quelle que soit la position, ça marche. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut essayer de réaliser. Alors, pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe, hein, on va regarder la géométrie du problème, d'accord? Donc on va passer ici dans petite explication que j'ai faite. Voilà. Alors ici vous retrouvez notre cible qui est le point C, d'accord, qui est là. On va mettre de la couleur, ça va aider un petit peu. Voilà, on a notre cible qui est là, d'accord, C, hein, qui est désignée par C. On a l'origine du monde qui est là. On a les axes X, Y et Z qui ont la couleur conventionnelle et qui sont notés. Et puis, on examine ce que le petit programme va voir. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver, comme on va travailler comme ça en projection par rapport à l'axe des X, on veut déterminer l'angle que fait la projection de OC sur le plan
YZ, hein, c'est-à-dire ce plan-là. C'est-à-dire ça va donner le vecteur VOC, qui est la projection donc de OC sur ce plan, et puis ça va déterminer un angle. Et à partir de cet angle, eh bien, on va orienter notre pointeur, notre télescope, si vous voulez, mais uniquement dans ce plan, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la 3D pour l'instant parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est juste pour vous faire comprendre déjà la possibilité de s'orienter suivant une direction. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, si j'ouvre maintenant ce petit programme que j'ai fait, vous allez comprendre que c'est pas très compliqué, bon, en 2 dimensions. C'est-à-dire, on va, voilà, je tire un petit peu, on va surtout importer tous ces modules, hein, les from matutile import étoile, ça veut dire j'importe tout du groupe matutile et j'importe tout du groupe math, de telle manière à pouvoir utiliser les fonctions sinus, cosinus, vecteur et ainsi de suite, sans être obligé de mettre en préfixe devant chaque fonctionnalité le nom du module. Donc c'est ce à quoi sert cette écriture from utils import étoile. Bon, alors maintenant, comment ça marche cette histoire-là? Eh ben, voilà, ça c'est notre mobile, d'accord? C'est-à-dire, vous regardez ici, hein, il a, bon, je vais pousser un peu comment ça s'appelle? Je vais mettre en projection sur l'axe des X, c'est mieux, en X positif, voilà. Mais bon, on peut très bien voir comment, hein, vous l'avez là, vous avez votre objet, il peut se balader n'importe où, d'accord, même en 3D lui, hein, et alors c'est l'icosphère qui est là, d'accord, c'est ce qu'on appelle la cible, hein, la variable cible, c'est l'icosphère. Bon, ensuite le mobile, et ben le mobile c'est ce cône là, d'accord. Ensuite, je dis que je vais justement utiliser pour mode de rotation du mobile, parce que c'est lui qui va pointer sur la cible, le mode quaternio. D'accord? Donc, je vais avoir besoin de quoi pour créer cette rotation en quaternion, si j'ose dire. Alors, on peut la voir, la rotation en quaternion, la voilà ici. Hein, d'accord? Donc, en mode quaternion, les voilà, W, X, Y, Z. Bon, je vais le laisser un peu ouvert. Alors, pour faire ça, j'ai besoin, comme je vous ai montré sur la figure précédente, d'avoir l'angle que fait la projection de OC, OC étant, je vous rappelle, ce qui relie l'origine à la position de la cible, d'accord? J'ai besoin de l'angle OC que fait la projection de OC sur le plan, donc YZ, c'est-à-dire le plan vert-bleu. J'ai besoin de ça pour calculer l'angle que fait la cible avec, enfin la projection du vecteur cible par rapport à OY. Alors, je calcule à partir de la position du mobile, de la position de la cible, pardon, enfin, c'est un mobile, cible, je vais calculer OCX, OCY, OCZ, c'est-à-dire les projections, hein, on peut aller voir, si vous voulez, Open récent, pour que vous vous rappeliez. Je vais ouvrir d'ailleurs les deux, comme ça on pourra les avoir sous les yeux, tous les deux, comme ça, Blender 3.5, voilà, on va en ouvrir 2 Blender, comme ça. Hein, si ça explose pas parce que j'enregistre, mais on verra bien. Alors, Open récent, repère, voilà, hein, voilà. Hein, alors, je vous rappelle, OCX est là, le voilà. Hein, je vais mettre de la couleur encore, voilà. Voilà, j'aimerais bien la couleur, voilà, merci. Voilà, OCX est là. VOC est là, et OCX, c'est les projections, hein, vous les voyez, sur là, les voilà, OCX, OCY et OCZ, d'accord? Et moi, ce que je veux, c'est VOC, et calculer cet angle-là. Alors, pour voir ça, voilà ce que je fais, eh bien,
je calcule VOC. Alors, c'est là que j'utilise le vecteur OCY, CX, c'est-à-dire que le vecteur est constitué à partir des coordonnées de OC, mais uniquement sur l'axe des Y et l'axe des Z. D'accord? Et ça, je mets vecteur devant pour récupérer un vecteur. Hein. VOY, bah, c'est l'axe des Y, donc je mets vecteur. Un vecteur, c'est un utilitaire, une fonction de maths utile. Hein. C'est très important parce que sinon la fonction, bon ça me sert à rien, c'était un essai, donc je vais le faire disparaître. Et puis, je calcule l'angle par rapport à Y. Alors vous voyez, ça c'est une fonction encore de maths utile. Ça marche comme ça. On prend VOC, c'est-à-dire ce vecteur-là, et on fait point angle VOY. Et il va me donner, si je regarde maintenant dans l'autre ici, ça va me donner, vous voyez, l'angle VOC-VOY, c'est-à-dire cet angle-là. Hein, c'est-à-dire l'angle qui est ici, vous voyez? D'accord? Alors, maintenant que je l'ai, je vous passe sous silence ça, parce que ça c'est un petit, je dirais pas un défaut, mais un peu, un défaut de l'angle, de la fonction angle ici. Mais laissez tomber pour l'instant. On va continuer. Ça, c'était simplement pour la préparation, aller voir les valeurs. Et puis ensuite, alors c'est ça qui est par contre très intéressant, puisque le but, hein, c'est d'utiliser les quaternions. C'est la création d'un quaternion qui va faire la rotation par rapport à l'axe des X, hein, parce que n'oubliez pas, notre idée c'est l'axe des X, qui doit être l'axe de rotation, et puis par rapport à l'angle Y que je viens de calculer. D'accord? Donc ça s'écrit comme ça. Alors le quaternion, si vous vous rappelez dans ce que j'ai dit précédemment, eh bien il est défini par cosinus θ sur 2, sinus θ sur 2, mais chacun des sinus étant multiplié par les composantes du vecteur de l'axe. Alors le vecteur de l'axe, il a pour composante x, c'est l'axe des x, donc ça doit être 1, 0, 0, donc je vais avoir une fois sinus angle sur 2, soit 0 fois sinus angle sur 2, et 0 fois angle sur 2. Donc j'obtiens le quaternion qui est ici. Il me reste, bon, ça print, c'était pour voir, d'accord? Et puis je dis, bah, mobile rotation quaternion, puisque c'est une rotation de quaternion, égale quaternion x. Et là, j'obtiens, effectivement, hein, si je manipule, si je me mets bien en face, hein, parce que n'oubliez pas que c'est une projection que je vous montre, je vais mettre ici, et voilà. D'accord? Tac. Alors, la petite bidouille qui est ici, c'est que quand Z est négatif, l'angle donne pas tout à fait le bon angle, il faut lui le prendre à l'envers et lui ajouter 2π. D'accord? Donc, il faut faire si c'est en dessous de l'axe des Z, enfin si c'est la partie des Z négatifs, il faut faire ce petit travail pour que ça compense. Mais après, ben vous voyez que ça marche relativement bien. Le petit viseur marche, quelle que soit la position en question, et j'obtiens une manière. Hein. Alors on peut imaginer ce qui se passerait en 3D, il suffirait de faire la même chose sur l'axe des Z, et ainsi de suite, et on aurait un vecteur 3D qui se balade. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les quaternions, mais d'une manière très simple. Hein. J'ai pas voulu compliquer. Hein. N'oubliez pas que je travaille uniquement en 2D, c'est-à-dire je me suis placé ici dans le plan, en gros, si vous voulez, YZ. D'accord? Et je regarde ça.